Président Badakadi, on a suivi avec beaucoup d'intérêt ce discours, cette interview du général Abdourahmane Tiani. À un moment donné, on avait l'impression de voir en lui du géopoliticien, mais une forme de réincarnation de discours à la Vladimir Poutine avec beaucoup de profondeur géopolitique, historique, avec beaucoup de pertinence également lorsqu'il révèle ces attaques qui pèsent contre son pays, même si on va dire il y a des communiqués venus du Nigeria et de la Côte d'Ivoire pour essayer de jeter du discrédit, même de la CEDEAO. Curieusement, président, elle a eu une forme de proactivité rarement remarquée dans sa communication, qui a d'ailleurs une communication qui a bien entendu surpris beaucoup d'Africains dans sa posture, demandant au Niger d'apporter beaucoup plus d'éléments de preuve pour soutenir son accusation, comme si elle était en droit de prendre une nette mesure pour véritablement venir au secours d'un État qui ne se reconnaît plus dans son giron. Bref, passons. Alors, restons sur la portée même de ce discours du général Abdourahmane Tiani. Tout à l'heure, on a suivi avec beaucoup d'intérêt Jonathan Batengene qui semblait nous faire comprendre que c'est une manière, une autre méthode de faire la guerre, c'est-à-dire en exposant davantage ton ennemi pour lui dire « Tiens, là où tu crois, tu es caché, c'est peut-être là où nous on dort ». Comment apprécier dans le fond cette communication, peut-être pas offensive, mais tout aussi défensive du général Abdourahmane Tiani? C'est un niveau d'asymétrie. C'est un niveau supérieur d'asymétrie. Effectivement, on peut faire la guerre comme ça. La meilleure façon de faire la guerre, c'est de la préparer comme si on la faisait, ou ne pas la faire. Je ne sais pas bien ce que vous dites. La meilleure façon de faire la guerre, c'est de la préparer comme si on la faisait, pour ne pas la faire. Lorsque vous éventrez un complot caché, c'est fini. Le complot, vous l'avez tué. C'est la meilleure façon de faire la guerre. Le général Tiani, c'est un grand stratège. C'est un génie de la géopolitique, c'est un grand stratège. J'étais très heureux, je le disais en off ici à Jonathan, que cette interview me plaisait parce que c'est la première fois, je pense, sauf si mes souvenirs me jouent un tour, qu'un chef d'État en fonction fait de la géopolitique à ce niveau. Première fois qu'un chef d'État africain fait de la géopolitique à ce niveau comme ça. Je ne parle pas des prises de position. Le président Traoré est un maître de la parole, de l'action par la parole. Il exerce le magistère de la parole. Mais ici, il n'y a plus que ça. Il y a ici du discours stratégique et géopolitique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'informer simplement les populations sur un ensemble de situations. Il s'agit, en le faisant, Fabrice, de déconstruire la stratégie de l'ennemi, de l'anéantir sans le toucher. C'est un haut niveau de la guerre là. Vous anéantissez l'ennemi, vous le brisez sans tirer un coup de fusil. C'est ce que le général Tiani vient de faire. Et en cela, il est en train d'inaugurer, en matière de géostratégie militaire, il est en train d'inaugurer une nouvelle ère en Afrique. Que si l'ensemble des dirigeants africains en prenaient la mesure, on épargnerait beaucoup de choses au continent, mon cher Fabrice. Parce que je vous dis encore, le stade suprême de la guerre, c'est de se préparer comme si, c'est de préparer la guerre comme si on la faisait, pour ne pas la faire. Il faut bien comprendre ça. Fabrice, cette interview est simplement historique. C'est une interview historique. Avant de continuer, pour compléter l'innovation géostratégique dans la guerre asymétrique qui nous est livrée par l'Occident, faut-il revenir sur
les précisions en matière de cibles, les précisions sur les sites, les précisions chirurgicales sur les sites, les lieux où opèrent de façon spéciale les forces spéciales françaises, en collaboration avec leurs agents locaux. Le général Tchiani, dans cette interview, oh là, dis donc, on était en face d'un artiste de la guerre, l'art de la guerre. Le général Tchiani, il a détruit l'état-major français, il les a mis à terre. Et aux dernières nouvelles, nous sommes en mesure de vous dire que le Tintin de l'Élysée et son état-major sont dans une situation d'anxiété et de frénésie et de panique maximale. C'est sérieux, hein? Maximale. Parce qu'ils se demandent, mais comment le... Attends, est-ce que le général Tchiani ne dort pas ici à l'Élysée? Est-ce que ce gars-là... Comment il a fait pour avoir le rapport de Bucard qui était tout à fait. À quel niveau on est aussi infiltré comme ça? Ouais. Ils oublient ce que je n'ai pas cessé de dire ici, Fabrice Ndom. Et Jonathan, je vous prends à témoin, et Hamza aussi, mon frère, qui a été très brillant, comme d'habitude, très très brillant, mon ami Hamza. J'ai dit que la France ne sait pas qui elle a affaire en cette saison. Elle voit les Africains comme elle les a toujours vus. Et le général Tchiani l'a rappelé dans son intervention, le niveau de mépris que la France a à notre égard. Le niveau de mépris en convoquant les éléments historiques de la manière dont la colonisation française a procédé pour entrer au Niger et terroriser les populations. On pendait les gens vivants et on les faisait dévorer par les hyènes. Les hyènes. Et il a comptabilisé, rien que pour ça, rien que pour cette séquence-là, 12 000 morts. 12 000 morts. Allez sur son interview. Et cette séquence-là, il a évalué les morts à 12 000 morts. Je ne parle pas de toutes les victimes de la colonisation française au Niger. Hein. Je dis pour la séquence seulement des gens qu'on pendait, on les pendait et on les faisait bouffer par les hyènes. Et il a dit, quand on vous pend, et on vous fait bouffer par les hyènes, ça veut dire que pour celui qui le fait, vous n'êtes moins qu'un animal. Et le général a dit, le regard, le prisme à travers lequel la France regarde le Nigérien et l'Africain en général, c'est que nous sommes moins que les animaux. Les Français et les Occidentaux, maintenant ils sont arrivés à un niveau où ils marient les animaux. Ils ont des relations amoureuses avec les animaux. Donc, pour vous dire que il y a les Occidentaux aujourd'hui, quand ils meurent, ils laissent leur héritage à des animaux. Il y a un salopard qu'on faisait passer pour un grand esthéticien. C'est quoi? Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld. C'est un honneur pour lui qu'on appelle son nom sur un plateau comme celui-ci. Ce machin-là. Il est mort, sa fortune c'était pour un chat. Il a légué sa fortune à un chat. Un chat. Donc, vous comprenez très bien que nous traiter comme étant moins des animaux, ce n'est pas un problème pour un peuple qui en réalité a une dimension animale qui est supérieure à sa dimension humaine. Vous bien comprendre ce que je suis en train de dire. Hein? Pour des gens dont la dimension animale est supérieure de loin à la dimension humaine, puisque à la fin de la maturité historique de leur parcours, ils se retrouvent en train d'adorer les animaux, au détriment de leurs semblables qui sont autour d'eux. Quelqu'un meurt, il laisse sa fortune à un chat, alors que ses semblables meurent de faim. Ça ne vous dit rien? C'était une parenthèse. Donc, le général Tchiani a démontré comment est-ce que la France considère les Africains, en général, et les Nigériens en particulier, comme des sous-hommes, moins que des animaux. Donc, j'étais en train de dire, et je parle comme ça, mon ami Hamza sera très content parce qu'il comprend bien ce langage-là. L'innovation en matière de géostratégie militaire dans le contexte d'asymétrie généralisée, parce que les armées terroristes participent de la symétrie. On a doublé la symétrie avec l'affaiblissement de nos armées conventionnelles.
L'affaiblissement est consécutif au fait que tous nos militaires sont formés à l'étranger et les armes qu'ils utilisent sont des armes qu'ils ne produisent pas. Ça crée déjà une limite et ça bloque le génie de nos militaires, leur capacité à opérer. Maintenant, on est venu doubler à ça. Dans un contexte de reconfiguration géopolitique du monde, une asymétrie, en généralisant le terrorisme dans le monde en général et en particulier en Afrique, par le biais d'armées asymétriques. Les terroristes participent des armées asymétriques. Les rebelles participent des armées asymétriques. L'armée conventionnelle est préparée pour faire des guerres conventionnelles. Elle n'est pas préparée à faire les guerres non conventionnelles. Le temps qu'elle s'adapte dans leur plan, l'Afrique serait déjà recolonisée depuis très longtemps dans l'optique d'une Afrique sans les Africains. C'est ça le projet. Regardez le général, cette interview, ce n'est pas seulement un discours politique, c'est un discours militaire. C'est un message militaire à l'adresse de la France, qu'elle est tellement petite et on va retourner contre elle sa propre stratégie. Quand le général vous donne les indications précises, je parlais de les données chirurgicales, en langage militaire, ça veut dire quelque chose. Vous demandez à Hamza, vous dites ce que ça veut dire. Données chirurgicales. Dans l'armée, ça veut dire quelque chose. Avec une extrême précision. Tout à l'heure, Jonathan vous en appelez même. Et il vous dit même quand le gars est quitté pour aller manger. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il est là-bas. À quoi ça sert de faire des complots quand, pendant que tu es en train de comploter, celui contre que tu complotes est assis dans le conclave, tu ne le vois pas. À quoi ça sert de comploter? C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est ce que le général Tchani est en train de démontrer. C'est pas seulement... Il est en train de faire la guerre, le général. Il fait la guerre sans tirer un coup de fusil. Et ici, c'est Afrique Média. Nous avons inauguré l'ère de la guerre sans fusil. Attention, ce n'est pas le pacifisme. Hein? C'est pas le sac... Moi, je ne suis pas un pacifiste. Moi, je ne suis pas un pacifiste. Dans un contexte où, pour l'instant, sur le plan militaire, nous sommes les plus désarmés de la Terre, du point de vue de la puissance militaire. On nous a désarmés. Et on est dans un contexte d'intensification de la compétition géopolitique et géostratégique. Alors, ça veut dire que, ok, comme on n'a pas les armes, alors on fait comment? On s'assoit, on dort. Non, 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 non. Le vrai Dieu nous a inspiré quelque chose d'extraordinaire. Je vous surprends. J'ai appelé ça dans mes documents que Jonathan lit souvent. Parce que les gens ne savent pas que je publie beaucoup. Mais comme moi, je ne sais pas dans... C'est là, il dit. J'ai appelé ça, nous avons l'arme décisive. Il n'y a pas longtemps, l'arme décisive, c'était l'arme nucléaire. Ça reste encore dans la configuration des rapports de force géostratégiques conventionnels et même non conventionnels. L'arme nucléaire ou il y a d'autres armes de destruction massive. Mais nous, actuellement en Afrique, nous avons l'arme décisive, la parole. Qu'est-ce que le général Tchani vient de faire? La parole, ça ne veut pas dire désarmement, hein. Ça ne veut pas dire absence d'armée, ça ne veut pas dire non-armement. Non, 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 non. La parole est basée sur la puissance militaire classique. Sauf que ce n'est pas une accumulation de puissance militaire qui vise à anéantir les autres, qui vise à dominer absolument les autres par l'armée. C'est une accumulation de puissance militaire qui est soumise à l'exercice d'un discours de type géostratégique qui vise à créer de la symétrie. C'est pas militaire, hein? Bon, les militaires m'écoutent là. Il dit Hamza est en train de m'écouter. Il comprend très bien ce que je suis en train de dire. C'est pas le moment de m'appeler. Moi, je suis en train de travailler. Il est au plateau, je vous en prie. Voilà. Vous allez le jouer. Donc, c'est ça. Le général Tchani, on vient de mettre, écoutez, je vais encore être très précis. On vient de placer toutes les armées de l'AS sont en alerte maximale. C'est pas ça? Hein? Absolument. Bon, ok. Et que fait le général? Je suis sûr que ce qu'il a fait là, c'est en coordination avec ses collègues de l'AES. Je suis très sûr. Le général vient faire un discours magistral géostratégique. De manière magistrale. En montrant tous les sites stratégiques cachés, opérationnels, que l'ennemi, n'est-ce pas, a disposé. Mais je répète encore,
Si tu es dans des complots contre quelqu'un, et que pendant que tu sièges, il est avec toi pendant que tu complotes, sans que tu le vois, tu es mort. Parce que les mêmes méchants peuvent vous tuer pendant que vous êtes en réunion là. Ils vous éliminent. La France ne sait pas à quoi est-ce qu'elle a affaire, nous l'avons déjà dit. Donc de ce point de vue, nous avons affaire à un chef-d'œuvre, un discours qui réconcilie l'histoire et projette l'histoire dans un cadre géostratégique et géomilitaire. Fabrice Ndom. Et en même temps, pendant qu'il le fait, il opérationnalise, n'est-ce pas, une nouvelle asymétrie. C'est-à-dire qu'il y a que, ok, on retourne contre la France, sa propre stratégie. Toi, tu as voulu faire le terrorisme contre nous. Tu as utilisé les terroristes pour nous déstabiliser et nous mettre à terre. Ok, pendant un moment, tu as cru que tu as triomphé. Maintenant, regarde dans quel état tu te trouves. Regarde. Vous savez quoi la fin va finir, Fabrice? Tous ces armées terroristes vont se retourner contre la France. Notez ça. Notez ça. Bien noté, président. Toutes ces armées terroristes que la France a fabriquées là vont finir par se retourner contre... Vous allez voir, non? N'est pas on est là? Vous allez voir. Imaginez-vous que 3, 4, 5 fois comme ça, un chef d'État de la zone de la Confédération, pour ne parler que de ces chefs d'État, nous fasse ce que Tchani nous a fait là. Vous croyez qu'il va rester quoi aux terroristes? Ils vont comprendre que la France en vaut rien, qu'ils sont plus protégés. C'est ce qu'ils vont comprendre. Et moi je vous dis, quand vous écoutez le général Tchani, vous comprenez bien que parmi les terroristes, il y en a qui coopèrent avec l'État de l'AS, oui ou non? Si. Il y en a qui livrent de l'information. Beaucoup de terroristes ont déjà retourné là-bas. Je dis qu'il y en a qui sont là, la France vient leur voir pour dire que faites ça. Pas derrière, ils trahissent. Parce qu'ils comprennent de plus en plus que ce n'est pas tenable. Tout à l'heure, Hamza vous a rappelé ce que les terroristes sont en train de subir du fait de la montée en puissance de la même alien. Tous les jours, là, on décapite. On les décapite. On frappe les chefs terroristes. Ouais. Et vous avez parlé de Tinzawaten, etc. Derrière là, c'était notre chef, un adjoint là qu'on a liquidé. On les fracasse tous les jours. Donc, nous sommes à un tournant historique. Cette interview, c'est un tournant historique. Pour ne pas répéter ce qui m'ont précédé, je vais dégager quelques leçons majeures très rapidement. J'ai dit donc, on est dans une interview historique, je viens d'en démontrer le caractère historique. On est, la deuxième leçon qu'on tire, Fabrice, il faut encore la tirer, c'est nous sommes en guerre contre la France. Nous sommes en guerre contre la France. Et une fois encore, qu'est-ce qu'on observe? Pendant que nous sommes en guerre contre la France, d'autres Africains ont des relations normales avec la France. Je répète, pendant que nous sommes en guerre contre la France et son petit criminel de président, petit voyou de président, d'autres Africains sont dans des relations normales avec la France. Y compris ceux qui sont assis en France et donnent des leçons. Même quand on fait semblant de ne pas les voir, ils se rappellent toujours à notre mémoire. Moi, je vous pose une question, Fabrice. Ce que la France planifie contre le Niger, le Burkina, l'ES, vous ne citez que ces pays, c'est plus que ça. Est-ce que ce niveau d'agression contre des États souverains est tolérable dans les relations internationales? Est-ce que c'est tolérable du point de vue diplomatique? Est-ce qu'on peut continuer à justifier des relations diplomatiques avec un pays qui procède comme ça contre les États souverains, contre les pays frères du continent? Non, Fabrice. La question est celle-ci. Comment tous ces Africains qui sont ici en France et qui donnent des leçons, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quoi? Que nos relations avec la France sont des relations normales? Un. Et si on est en guerre contre la France, est-ce que tous les Africains du monde entier devraient tirer toutes les conséquences qui s'imposent? Qu'on se comprenne bien. Je n'ai jamais été de ceux qui mettent les Africains qui vivent en France dos au mur. Je suis de ceux qui ont même souvent dit ici qu'ils sont chez eux là-bas, au regard
de ce que la France vit. Non, la France vit grâce à l'Afrique. Voilà. C'est nous qui nourrissons la France. Je ne parle pas des sacrifices consentis pour libérer la France. Je parle que nous les nourrissons au quotidien. J'ai dit que de ce point de vue, ils sont chez eux. Mais quand on l'a dit, mais les gens ne sont pas en France pour que leur nationalité française soit au-dessus de leur origine africaine. Si les gens font ce choix, Fabrice, qu'ils tirent les conséquences. On peut même décider de rompre avec ses origines. On a ce droit. Mais qu'on tire les conséquences. Les gens ne peuvent pas continuer à se mettre là-bas à l'étranger, se mettre là-bas en France. Ils donnent des leçons. Ils disent même que la France est une démocratie. Et ils considèrent que non, vraiment, nous avons des relations normales avec la France. Nous sommes en guerre contre la France. Et elle le démontre nuit et jour. Et nous devons en tirer les conséquences. Ça, c'est la deuxième leçon que moi je tire de la sortie du général Tchiani. Autre leçon. Le dialogue avec la France n'est pas possible. Je répète encore ce que je n'ai pas cessé de dire depuis des années. Il n'est pas possible de dialoguer avec la France. Le général Tchiani vous l'a dit. Vous l'avez écouté. Le général Tchiani non seulement dit que la France attaque le Niger, a décidé de détruire le Niger, mais la France le fait en solidarité avec l'Union européenne. Dans son interview, il a dénoncé cette solidarité combien de fois? Jonathan, au moins 5 fois dans son discours. Plusieurs fois. C'était une Donc, phase. il chasse en meute, Fabrice. Il chasse en meute. Et nous, comment chassons-nous? On est soliste, individualiste. Voilà pourquoi je ne vais jamais cesser de dire que l'avènement de l'AES est le plus grand événement géopolitique de ce début du XXIe siècle. Je l'ai toujours dit, Fabrice. Il chasse en meute. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous chassons isolement. Alors que si nous on chassait en meute, la France ne pourrait pas tenir, pour la simple raison que ces bases spéciales d'opération sont sur le territoire africain. Vous comprenez ça? C'est simple. Et que les territoires sur lesquels il opère, la France opère, n'est-ce pas, sont des territoires dirigés par les Africains. Sauf que ces Africains ne considèrent pas qu'ils sont des Africains. Ils mettent leurs relations personnelles avec la France au-dessus du destin de l'Afrique et du sort de l'ensemble de l'espèce humaine. Merci. Merci à vous. Monsieur le Président. Non, attendez. D'accord. L'autre principe, c'est que le terrorisme est véritablement le moyen de recolonisation du continent africain en vue d'une Afrique sans les Africains. Vous voyez ça? Donc, ça n'a rien à voir avec le charabia des docteurs en doctorat qui racontent n'importe quoi quant à leur expertise sur la question terroriste. Le débat est clos maintenant. Le débat est clos. Le président Tchiani vient encore de verser sur le dossier des documents qui montrent que le débat là est clos, mon cher Fabrice. Alors, de ce point de vue, Fabrice, vous voyez, la France distrait les Africains, je vais sortir par là, en disant qu'elle va diversifier ses partenariats. Donc, la racaille qui est à l'Élysée, il se déplace, il va au Kenya, il va dans tel pays anglophone, et quand on l'interviewe, il dit vraiment non, il fait comme si il a la possibilité d'avoir de nouvelles épouses. Il peut contacter de nouveaux mariages. Donc, autrement dit, il m'a dit aux Africains, écoutez, moi je suis un bel homme, hein. Les femmes courent après moi, donc je m'en fous. Elle ment, Fabrice. La France n'est pas un bel homme. C'est un homme usé, laid, qui ne plaît plus aux femmes. Alors, vous savez que dans le quartier, souvent, Jonathan, il y a les gens qu'on appelle les rythmeurs. Un rythmeur, c'est un homme qui n'a pas de succès auprès de femmes, mais qui prend des femmes, en fait ses amis, et il se présente avec beaucoup de femmes de temps en temps pour que d'autres femmes disent que non, non, attends. Il est très couru. Voilà, il est couru. C'est un rythmeur, c'est un guitariste, on l'appelle au quartier. On dit que tu es un guitariste. La France, c'est un guitariste.
C'est-à-dire que la France est en train de faire semblant d'être courtisée par les pays anglo-saxons. C'est pas possible. C'est faux. C'est un vieil homme, il est vieux, il est usé, il est laid. Donc il ne plaît pas aux femmes, il ne plaît plus aux femmes. Il violait même dans sa jeunesse. Oui, tout à fait, il a tellement violé. Il a tellement violé qu'il est pourri de l'intérieur. Voilà. Il a tellement violé qu'il est pourri de l'intérieur. Nous connaissons maintenant ce qui se cache derrière la prétendue diversification des partenariats français, dans le cas du Nigeria. Jonathan était excellent, je ne vais pas beaucoup mettre le temps là-dessus, pour ne pas le répéter. Tinubu, c'est qui? Président du Nigeria. Non, j'ai dit c'est qui? Écoute, actuellement, il est encore un membre, un agent de la CIA en activité. Je répète, je suis en train de dire à Mondo Vision que le président du Nigeria est un agent de la CIA en activité. Est-ce qu'on passe à retraite là-bas, président? Bon, ok. Pour des questions, c'est une réponse. Pendant longtemps, nous avons décidé sur le plateau de ne pas de nous taire, de faire une pause concernant le Nigeria parce que mon pays, le Cameroun, a un partenariat stratégique avec le Nigeria. Mais là, à partir du moment où M. Tinubu veut jouer avec le sort de l'Afrique, il doit recevoir le traitement qu'il mérite. C'est un agent de la CIA encore en activité. Deuxième chose, M. Tinubu est celui qui depuis au moins 15 ans place le président à la tête du Nigeria. J'espère que vous le savez. Hein? C'est vrai. Bon, maintenant, il a dit, maintenant c'est mon tour. Je prends maintenant l'affaire. Je prends. Donc, le Nigeria est politiquement organisé, c'est une grande puissance, mais elle est manipulée par un individu en agent de la CIA en activité, un expert dans le trafic de la drogue, qui place les présidents et qui, à la fin du cycle, décide que bon, maintenant c'est mon tour. Je vais attendre à poser une question. C'est encore un pays, ça? Troisième dimension de l'affaire. Le Nigeria est un pays qui a un problème. Parce que quand les Blancs commencent à vous dire que nous allons mettre, quand on vous dit deux pays, écoutez bien, quand on vous parle des pays capables de nous représenter au Conseil de sécurité, l'Occident propose qui? Faisons la liste. L'Égypte, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Et très récemment, la République démocratique du Congo vient d'engager dans une procédure pour être membre du conseil de ce Conseil de sécurité. Mettons-le dedans. Mettons-le dedans. Quelle est la particularité de ce pays-là? Vous prenez l'Égypte. Ce n'est pas un prolongement de la CIA. Vous me regardez. L'Égypte, partenaire des États-Unis. Non, laissez-moi le mot partenaire. Laissez le mot partenaire. Est-ce que l'Égypte n'est pas un prolongement de la CIA? Ça va choquer. L'Égypte, de par son armée et sa structure, c'est une station de la CIA. Écoutez-moi bien, c'est une station, je parle français, c'est une station de la CIA. Mais qu'on appelle l'Égypte. En termes d'armement militaire, je crois que c'est l'un des meilleurs, sinon le premier pays africain, en termes d'équipement militaire et autres. Vous croyez des honnêtes comme ça. Et c'est ça. Je répète. C'est, écoutez-moi bien, Fabrice. Je dis c'est une station de la CIA. On n'aime pas bien une station. Une station, c'est un relais d'une stratégie globale. Donc, quand vous dites que c'est le pays le plus armé, par rapport à quoi? Et puis, l'État qu'on appelle Israël, là, le dicte sa loi. Prenez l'Afrique du Sud. Ça appartient aux Blancs. Oui ou non? Jonathan, ce que dit là est faux. Si, c'est les Juifs. L'Afrique du Sud appartient aux Blancs. Regardez bien la liste des pays qu'on veut mettre sur la tête. On veut en faire nous le présenter au Conseil de sécurité. Prenons le Nigeria. Le Nigeria, en réalité, que mes frères du Nigeria m'excusent. Je ne parle pas des populations du Nigeria. Le Nigeria, de par son histoire et la structure de son économie, c'est un faux pays. C'est un faux pays. Vous savez comment la CIA française peut tenir un pays? Le Nigeria, avec sa rente pétrolière, a généré une élite dans l'armée, mais aussi dans ce qu'on appelle la clientèle affairiste du pays. C'est une élite, Fabrice, totalement manipulée par la CIA. Chaque élite du Nigeria qui a opéré dans l'armée à un certain niveau et qui fait dans les affaires a un dossier à la CIA qui permet de le faire chanter. Je répète,
qui permet de le faire chanter. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que vous avez là l'explication fondamentale qui nous permet de comprendre pourquoi on peut placer à la tête d'un pays un agent de la CIA encore en activité. Et les gens font semblant de ne pas savoir ça dans le pays. Et disent que non, il y a eu vote, il y a eu démocratie. Il a été élu. À partir de ce moment-là, il est très facile que M. Macron convoque M. Tinubu et lui dise que bon, ok, voici une quantité d'argent. C'est ce que nous a dit le général Tchani, oui ou non? Il a dit que quoi? Qu'il le met au défi de démentir. Oui. Il a dit, allez le voir. Il connaît le montant qu'on lui a proposé. Donc, vous voyez comment un chef d'État est un barbouze. D'un grand pays comme ça, est en réalité un barbouze. C'est-à-dire quelqu'un que un tintin, une racaille comme Macron à l'Élysée peut s'asseoir et le convoquer, dit que viens prendre l'argent. Voici, je te donne tel montant pour avoir la tête du Niger, pour avoir la tête des pays africains. Et Tinubu a envie de jouer le jeu. Appelez les hommes. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, tout à l'heure, Jonathan et Hamza vous ont cité l'ensemble de pays. Tanzanie, Kenya, Namibie. Et enfin, pour une fois, c'est sur la table. Le plus grand pays d'Afrique, le plus développé, le plus bien géré, Botswana. Botswana. Ça fait des années que je dis que ce pays-là, c'est un comptoir diamantifère. Et de ce fait, est un danger pour l'Afrique. On a dit, comme d'habitude, le président Malakani, il est fou, il exagère. Il est jaloux. Ouais, il exagère. Occupe-toi de ton vieux père qui est chez toi au Cameroun, qui ne marche même plus. Mais les vérités vont sortir. Les vérités vont sortir. Donc, tous ces pays-là, vous voyez, tous ces pays-là, quand vous allez gratter, vous allez voir que la France a dans ces pays-là au moins une ou deux ou trois multinationales qui sont un peu puissantes. En Namibie, il y a Total. En Namibie, c'est le voisin du Botswana. Vous allez voir qu'elle a au moins là-bas une ou deux multinationales qui sont puissantes et qui servent de paravent à de la barbouzerie, mon cher Fabrice. Donc tous ces pays-là sont dans un arc. La situation du Kenya est encore même plus grave encore, avec son tintin de président qui pense qu'il est intelligent. Ouais, le président, il croit qu'il est intelligent. Nous, on l'a vu depuis. Moi, j'ai oublié même son nom. C'est Ruto, n'est-ce pas? Ouais. C'est Ruto, non? Ouais. Il croit qu'il est malin. Nous, on l'a vu depuis Ruto. Donc, la France, dans cette dynamique-là, de vouloir encercler, d'une certaine manière, l'Afrique noire, francophone, bref, son ancien précaré, elle veut l'encercler en renouvelant, n'est-ce pas, l'axe qui lui a permis de nous tenir, à savoir l'Afrique équatoriale française et l'Afrique occidentale française. On se comprend? Elle veut donc créer un nouvel encerclement pour nous faire chanter comme si vraiment, écoutez, si vous vous amusez, je vous remplace. Moi, je suis un shogun, il y a une femme qui me regarde, je vous remplace. Alors que il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Ouais. Citons par là, je vous en prie. Vous avez vu le dernier sommet de la semaine, non? Oui, dernier sommet, absolument. Hein? Ah oui. Depuis 10 ans, plus de 10 ans, mon cher Fabrice, la France veut dévaluer le franc CFA. Tu sais pourquoi? Jonathan, tu es un génie. Répète encore. C'est pour rembourser ses dettes. Pour rembourser ses dettes. Actuellement en France, toute la France est pratiquement en cessation de paiement. Toutes les gesticulations politiques et enfin la crise politique en France, c'est pas deux choses. Hein. C'est comment est-ce qu'on va faire pour gérer la question de la dette française. Or, il y a une solution que la France a longtemps utilisée par le passé. Chaque fois que la France était en crise, elle dévaluait le franc CFA. C'est-à-dire qu'elle volait nos devises et elle faisait remonter notre dette de façon mécanique. Rien que par un simple jeu d'écriture. De l'autre côté, elle rembourse ses dettes. C'est dette terminée. C'est-à-dire qu'elle transférait sur nous la crise. Comme vous avez vu, celui qu'on appelle l'ambassadeur de France à Yaoundé, nous on avait averti que quand il dort là, nous on avait lui. Quand il change son caleçon, on est là. Oui, monsieur Marchand, l'ambassadeur de France là, quand il change ses sous-vêtements, nous on est là, on le voit. On lui a dit qu'on t'a à l'œil. Nous sommes dans l'ambassade de France, dans sa chambre, on est dedans.
Il est venu au sommet, les yeux étaient rouges. Pourquoi? Comme il a fumé le banga. Pourquoi? Le chef d'État ont dit, monsieur Niette, rapatriez nos devises. Toi, FMI, toi-même va recouvrir nos devises. Tu connais l'endroit où ça se trouve. Tu connais. Recouvre ça. Amenons nos devises. Le gouverneur de la Banque centrale a dit que maintenant, il faut domicilier les devises des entreprises extractives dans les comptes locaux. Les comptes locaux. Autrement dit, ça veut dire quoi? Il faut en finir avec le franc CFA. Ça veut dire, hein, en d'autres termes. Donc, on a un rendez-vous en avril 2025. Si la France persiste dans sa revendication, dit que bon, d'évaluer, les chefs d'État là, qui font semblant d'être, qui jouent au sous-préfet, l'autre joue au gouverneur, l'autre joue au grand gouverneur, ils vont être obligés. Ils vont être obligés de monter en grade. Ils vont être obligés de monter en grade pour dire que bon, comme c'est comme ça, on sort. D'ailleurs, le traité là est caduc, on ne sait même pas si quelle base il faut encore leur réunion. Aucun cadre juridique qui on ne sait même pas laquelle base l'utilisation du franc CFA. On ne sait même pas. Un traité est caduc. Ouais. Hein? Ouais. Caduc. L'Afrique centrale ne l'a pas renouvelé. Tout à fait. Il faut le dire. L'Afrique centrale ne l'a pas renouvelé. Le génie de l'économie qui est en Côte d'Ivoire, le génie, a dit là où il n'y a pas de l'eau, il construit un pont. C'est-à-dire, dès qu'il voit un rivière dans un quartier, il construit un pont. Et des gens se mettent sur le... Oui. Désormais, la piste Thiam est déjà consolidée. Du côté de la Côte d'Ivoire, la piste Thiam, vous l'avez annoncé, il y a plus. Vous l'avez dit depuis très longtemps. Voilà. La pluie a gâté beaucoup d'euros. J'ai dit, non, vous connaissez la meilleure. Parce que quand les gens veulent comparer les pays, ils comparent la Côte d'Ivoire au Cameroun matin, midi, soir. Vous savez, mon vieux là, vous dites qu'il ne marche pas. C'est mieux de ne pas avoir de route que d'avoir les routes qui ne vous appartiennent pas. Est-ce que vous savez que toutes les infrastructures de la Côte d'Ivoire n'appartiennent pas à la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous le savez? Moins d'euros en termes de traite de remboursement. Les gars reprennent ça. Tout ce que Ouattara a dit que c'est un pays vendu, c'est-à-dire vendu. C'est un pays vendu, mon cher Fabrice. Donc, Fabrice, tels sont les enjeux de l'affaire. La France joue sa survie. D'accord. Et elle est à un tournant terrible là. Parce que, vous savez, dans le milieu là, dans le monde de la géopolitique, il n'y a pas de cadeau. Hein. Quand tu n'arrives plus à faire ton travail, c'est-à-dire quand tu n'arrives pas à gérer ton esclave, tu sais ce qui se passe? Comment tu deviens un esclave? Donc la France là, à la table du diable là, n'est-ce pas? Là où il s'asseye. On est en train de dire à la France, on est en train de regarder comme ça. On dit que, comment c'est ce qui t'attend? Si tu n'arrives pas, comme tu n'arrives plus à gérer tes anciens esclaves là, tu vas prendre leur place. Pourquoi l'ambassadeur a les yeux rouges? C'est sérieux, les yeux rouges. La France n'est pas loin de se trouver dans une situation comme la Grèce. Vous savez ce qu'ils ont fait à la Grèce, non? Redressement. Non. Quand tu es gentil, vous savez comment? On a tout vendu, on a pris tout. Les ports, tout ce qui était important, on a pris. C'est l'Allemagne qui a... Ils ont échangé les Grecs. Dans ton épargne, dans ton compte bancaire, quand tu avais une épargne de 1000 francs, on vient te dire que tu avais ton épargne, c'est 100 francs. On te donne un papier. On te dit que par jour, tu prends 5 francs. On te dit que tu as droit à 5 francs par jour. Ton argent, hein? La France n'est pas loin d'un pareil scénario. Alors, comme vous êtes en train de voir, elle est prête à tout. Prête à tout pour montrer à ses patrons que je peux encore agir en Afrique. Tant pis pour elle. Mais on pleurera surtout pas ce sort de la France. Vous dites? On ne pleurera pas son sort. Bon, où sont l'amour pour pleurer? Là, on a son tu vas prendre son pour pleurer. Désolé pour la France. Ouais. Le combat continue. Chapeau, mon général. Merci. Chapeau, mon général. Merci.